Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir. Écrivain et essayiste. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous Romain Eskenazi. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes député du Val d'Oise, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. On a parlé budget et on entendra d'ailleurs le premier président de la Cour des comptes qui s'alarme sur l'état du budget de la sécurité sociale. Mais d'abord, je voudrais avoir votre réaction, puisque vous présidez la mission d'information contre la concurrence déloyale et pour le renforcement du contrôle à nos frontières, de la présence de poupées, pardonnez-moi, j'ai du mal à le dire, pédopornographiques, mais c'est pas parce que j'arrive pas à prononcer le nom, mais c'est parce que c'est tellement innommable à mes yeux, et je pense également aux yeux des auditeurs d'Europe 1 que j'ai du mal à le dire, sur le site de Chine. Écoutez, c'est un scandale. Nous, notre mission d'information concernait essentiellement les normes environnementales, les normes sanitaires et les normes techniques. On a reçu... Dont on a parlé également sur Europe 1, parce qu'il y a plein d'objets qui ne fonctionnent pas, en fait. Et énormément. C'est-à-dire que je veux que vos auditeurs soient conscients que lorsqu'ils achètent un jouet sur cette plateforme, il y a 80% de chances qu'il ne soit pas aux normes européennes. C'est-à-dire qu'ils présentent un risque que le jouet qu'ils achètent à leur enfant ou à leur neveu, ils s'étouffent avec. Donc c'est quand même problématique. Et par rapport aux normes environnementales, aux normes sanitaires, on les impose à nos producteurs en France. Tous les jours, vous avez des entreprises et des usines qui ferment en France parce qu'on importe ces produits-là. Et là, on découvre que en plus des normes, des lois essentielles de la République, c'est-à-dire de lutte contre la pédophilie, eh bien, sont en vente libre sur ce site. Donc, de la République et peut-être de l'humanité, du bon sens, de la civilisation. Enfin, évidemment, donc c'est proprement scandaleux. Nous comptions de toute façon convoquer Chine, Temu, AliExpress et autres à la fin de nos auditions. Là, effectivement, ce scandale absolu a accéléré la convocation et ils sont convoqués sous 15 jours à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Déjà, on va leur poser une question, mais je crains malheureusement de connaître la réponse. Comment contrôlez-vous les produits que vous mettez en ligne ? La réponse est simple, ils ne les contrôlent pas. Ils se disent, nous c'est simple, nous sommes une plateforme de mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs et nous ne contrôlons pas ces produits. Donc on peut librement acheter sur ces sites des produits qui ne respectent pas nos lois. Je précise qu'on a fait une visite aux douanes. C'était 175 000 articles qui sont arrivés à Roissy par petit colis en 2022. En 2023, c'était plus de 400 millions. Et là, en 2024, c'est 775 millions. Donc c'est exponentiel. Des gens, on peut commander même une pince à épiler qui arrive par colis à l'autre bout du monde. Donc ça n'est plus possible. Il faut qu'on contrôle ce qui arrive sur le territoire, mais il faut surtout responsabiliser ces plateformes. Vous vous souvenez de la fameuse boutique, j'en parlais, la fameuse boutique Troc 3000 qui mettait en vente des produits de particulier à particulier. Mais s'il y avait une poupée pédopornographique dans les rayons, on aurait immédiatement incriminé Troc 3000 qui aurait été fermé par une procédure administrative préfectorale. Et là, il faut faire pareil. Ils vendent des produits illégaux, on ferme le site. J'entendais le ministre qui disait oui, on va leur donner un avertissement, peut-être que la prochaine fois, quand ils recommencent, mais c'est pas possible. Là, ils sont pris la main dans le sac, il faut les taper au portefeuille et faire fermer ce site immédiatement. Donc il ne va pas assez fort, selon vous, Roland Lescure. En tout cas, à partir du moment où on menace constate... d'interdire l'accès au site. Ah mais moi, je pense qu'il faut interdire le site demain. C'est-à-dire tout de suite avoir une sanction administrative et qu'on les a pris la main dans le sac avant un produit illégal, ils sont fermés. Et vous allez voir qu'ils vont embaucher des centaines de personnes pour contrôler les produits qu'ils mettent en ligne. Vous dites le site, mais pas seulement. Effectivement, c'est principalement un site de vente en ligne, mais toute cette affaire intervient quelques semaines après l'installation de Chine physiquement au BHV, dans 5 Galeries Lafayette en France. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut fermer ces boutiques ? Est-ce que Chine a sa place physiquement en France au BHV ? On rappelle que c'est le seul pays que Chine a choisi pour s'implanter et ouvrir des boutiques physiques, la France. Écoutez, c'est Emmanuel Grégoire qui est candidat à la mairie de Paris qui a lancé une pétition pour que cette boutique ne s'installe pas en face de la mairie de Paris. J'ai signé cette pétition. Je considère qu'il faut que la France arrête, au nom de la libre circulation des marchandises, au nom de la liberté commerciale, de se tirer des balles dans le pied systématiquement. On sait très bien que les produits qui seront vendus sur Chine ne respectent pas les normes qu'on impose à nos producteurs, qu'on impose à nos fabricants, qu'on impose à nos industriels. Et donc, il faut un minimum de bon sens, pour reprendre votre expression, et savoir protéger à la fois nos producteurs, mais aussi maintenant nos commerçants. Romain Eskenazi, venons-en à ce budget. Alors, je disais qu'aujourd'hui, vous aviez les députés bouclé les débats sur la... ce soir à minuit, j'y retourne. Vous n'avez pas bouclé, vous êtes en train de boucler les débats, on n'aura pas espère. Bouclé. Est-ce que vous n'aurez pas fini ? Non, pas du tout. Vous n'aurez pas fini ? Non, pas du tout. Donc ça veut dire que si on n'examine pas tous les amendements... Ils peuvent revenir après le PLFSS, on peut poursuivre la discussion à ce moment-là, mais là clairement ce soir on n'aura pas du tout fini, on doit être à l'article 12, il y en a 45, donc au 43, donc non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'amendements aussi. Il y a
beaucoup d'amendements. Il y en a eu beaucoup. Je crois 3000, il doit en rester 2000. 2400, je crois. Voilà, c'est ça qui reste. Donc non, il y en a eu beaucoup. Nous avons respecté au Parti socialiste le quota qu'on nous avait donné pour pouvoir respecter les délais. Un certain nombre de groupes n'ont pas respecté ce quota et donc on a débordé. Je crois qu'il y a que le RN et le PS qui ont respecté le quota. Tous les autres l'ont pas respecté. Donc voilà, ça va vite. Il reste 11. On est 11 groupes à l'Assemblée nationale. Et donc là, on se dirige donc vers l'autre budget, celui de la sécurité sociale, dont le premier président de la Cour des comptes dit qu'il va droit dans le mur. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, on verra bien à l'issue des débats. Là, pour l'instant, il y a eu une première version qui nous est présentée. Il faut que les Françaises et les Français soient bien conscients que le budget qui est présenté au Parlement, c'est pas le budget définitif. Sinon, moi, je rends ma carte et ça sert plus à rien. On a des débats. Donc, au cours des débats, on va rajouter des recettes, rajouter des dépenses, supprimer des recettes, supprimer des dépenses. Et nous Mais sommes il a raison d'être inquiet, Pierre Moscovici. Il a raison d'être inquiet. Moi, je précise que plus encore que le PLF, on considère dans notre groupe que le problème, et la Cour des comptes l'a identifié, n'est pas un problème de dépenses. C'est un problème de recettes. Il y a eu beaucoup d'exonérations de cotisations sociales. C'est des pertes sèches pour la sécurité sociale, des recettes qui ne rentrent pas. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire aux Français, on va dérembourser vos médicaments. On va dire aux retraités qu'il faut qu'ils se serrent la ceinture. On va dire à l'hôpital qu'on va baisser l'Ondam. Peut-être, oui. On pourrait dire ça, oui. Allez, c'est des pistes qu'on explore ce soir. Allez sur les territoires. Je vous invite à aller dans ma circonscription. C'est simple. Et quand on dit aux Français qui attendent 9h aux urgences, il va falloir attendre 11h, je suis pas sûr que ce soit le message qu'il faut faire passer dans la 7e puissance mondiale. Messescaron. Est-ce que globalement, à cet instant T, vous êtes satisfait de la tenue des débats parlementaires ? Alors, est-ce que vous félicitez que finalement la décision du Premier ministre de ne pas avoir recours au 49.3 ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense que pour la démocratie, c'est une bonne chose. Je pense que l'utilisation systématique depuis 2022 du 49.3 a été vécue comme une forme de brutalisation de notre démocratie. Et je pense qu'à la fois les Françaises et les Français, mais aussi les parlementaires que nous sommes, sont satisfaits. Vous savez, l'année dernière, j'ai passé des séances comme là en ce moment, de 9h à minuit du lundi au samedi, pendant 3 semaines, à amender, à travailler, à discuter, à négocier, pour qu'au final, tout soit balayé par un 49.3. Et donc, c'est vrai que c'est assez frustrant pour un parlementaire. Donc là, on se sent un peu plus utile que l'année dernière, effectivement. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a aussi la frustration d'un certain nombre de Français qui pensent que parfois la tenue des amendements ne sont pas à la hauteur du parlementarisme ? C'est possible, il y a un certain nombre d'amendements dits d'appel qui sont un petit peu symboliques et qui font peut-être perdre du temps au débat. Il y a un certain nombre d'amendements la ministre qui prend le temps de répondre en longueur à tous les amendements, ce qui fait traîner un petit peu les débats, même si je la remercie pour sa pédagogie, mais je pense qu'il y a des fois elle pourrait aller un petit peu plus vite en disant avis favorable ou défavorable. Mais en tout cas, là, on a un vrai débat. Et je pense que ça responsabilise les parlementaires, le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, où avant la majorité se contentait de voter pour, l'opposition se contentait de voter contre. Là, au moins, il y a 3 blocs, il n'y a pas de majorité, et donc ça oblige les députés à avoir un peu plus à être un peu plus responsables, disons, dans leur débat et dans leur vote. Monsieur le député, nous avons une vraie divergence dans le diagnostic, mais c'est peut-être ce qui fait de vous quelqu'un de gauche et moi quelqu'un de droite. Tout à fait, je respecte parfaitement. Qu'on peut effectivement, et pareillement, je considère qu'on peut effectivement, et en augmentant les recettes, s'il y a besoin, au moins étudier si on ne peut pas baisser quelques dépenses. Ça peut être tout à fait une piste envisageable. Or, je regarde la répartition de la dépense publique et je constate au stupeur que les retraites représentent un quart et que la dépense de sécurité sociale un autre quart. Je me dis, c'est peut-être là-dedans qu'on pourrait aller. Alors effectivement, un nombre de Français, même qui m'écoutent là, en le disant, se disent, on va pas aller sucrer les retraités, ni même la sécurité sociale, qui sont des questions de santé importantes pour un bon nombre de Français. Je m'interroge néanmoins, si je le présente de cette façon-ci, en baissant de 0,3% certaines retraites, on pourrait augmenter de 12% le budget de la justice. J'aimerais bien qu'on ait ce chiffre en tête, c'est vous dire le poids que représentent les dépenses de retraite par rapport au poids minime, infinitésimal que représentent les poids alloués à la justice. Et là, je dis, pour tous les Français, y compris les retraités, qui souhaiteraient une justice plus applicable, plus rapide et plus efficace, peut-être pourrions-nous baisser, encore une fois, de 0,3%, c'est-à-dire quasiment rien, et augmenter le budget de la justice. Comme le camarade Victor Hérault est un journaliste de presse écrite, il a posé une question très très longue, mais cela dit, la pub arrive, et donc vous répondrez après la pause, Romain Esquenasi, si vous le voulez bien. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Messescaron, Victor Hérault, notre invité, Romain Esquenasi, député du Val d'Oise, porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale. Alors juste avant la pause publicitaire, Victor vous posait cette question et il avait fait son petit calcul, 0,3% des retraites, avec ça on peut financer 12% de la justice. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors je lui réponds que déjà c'est 2 budgets différents.
Parce que les retraites, c'est le budget de la sécurité sociale, qui n'est pas financé par des impôts, par des taxes, mais qui est financé par des cotisations. Et il y a d'ailleurs un deuxième vote tout à fait séparé du projet de loi de finances, qui lui finance l'ensemble des services publics qui sont financés par des taxes et par des impôts. Donc il ne peut pas y avoir de vase communicant entre les deux, on ne peut pas en baissant les retraites financer la justice. Il faut financer la sécurité sociale, les retraites par les cotisations sociales, qu'on baisse, qu'on augmente, qu'on exonère, et il faut financer le budget de l'État par des taxes et par des impôts. Donc il n'y a pas forcément il n'y a même pas du tout d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 2 votes séparés, ce vase communicant entre les deux. Nous, on est tout à fait sensible à la question des économies, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'économies. Simplement, on a identifié, et la Cour des comptes notamment, que c'était depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 60 milliards par an qui manquait dans les caisses de l'État en termes de baisse d'impôts, de baisse de la fiscalité. Alors on est, c'est vrai, le premier pays européen en termes d'investissement étranger, donc on pourrait dire que ça a payé, mais d'un autre côté, on voit ce phénomène de travailleurs pauvres qui se développe. Avant, il y a encore 10 ans, 20 ans, quand on travaillait, et je parle vraiment des travailleurs, on pouvait se loger, se soigner, se nourrir, vivre dignement. Ça n'est plus le cas en France. Et à l'inverse, on constate que les rentiers s'enrichissent de plus en plus sans forcément travailler et que le capital paye aujourd'hui plus que le travail. Le capital est aujourd'hui moins taxé que le travail. C'est le sens de l'action qu'on mène aujourd'hui, permettre aux travailleurs de vivre dignement de leur travail et aux rentiers de participer un peu plus à la solidarité nationale. Est-ce qu'il ne faut pas remettre la valeur travail au cœur du débat ? Ah, j'en suis parfaitement convaincu. Et payer le travail plus plutôt que ça en prendre, comme vous le dites, aux rentiers qui, entre guillemets, n'ont rien fait. Ils ont juste attendu qu'effectivement leur capital augmente parce qu'il y a des placements bancaires ou autres. Mais moi, je ne criminalise personne. Qui sont d'ailleurs taxés. Et je ne criminalise personne. Bah, vous criminalisez les rentiers parce que vous dites que... Non, je ne les criminalise pas. Et d'ailleurs, cette taxe qui s'appelle la taxe sur la fortune improductive, il y a quelque chose de méprisant. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Peut-être que d'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé, puis qui ont cessé de travailler puisqu'ils se sont rendus compte que le capital rapportait. Et s'il y a un côté un peu... non ? Bah écoutez, moi je pense qu'il faut rééquilibrer les choses dans les deux sens. Il y a des choses curieuses. Par exemple, ça touche dans l'assurance vie, ça touche une partie de l'assurance vie, je crois. Hein, oui, quand vous avez plus d'1,3 million d'euros de patrimoine, effectivement. Voilà, mais ça touche dans l'assurance vie, par exemple, tous les investissements qui sont faits sur l'euro, c'est ce que vous dites ? Alors en fait, on est parti, c'est un amendement qui modifie l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire que c'est pas un nouvel impôt, c'est une modification de l'impôt existant. Bien sûr. Le taux était réduit, normalement ça montait jusqu'à 1,5 de taux. Là, le taux n'est plus qu'à 1%, c'est 1% pour tout le monde, simplement l'assiette a été élargie. Il n'y a plus que les biens immobiliers à l'intérieur, parce qu'on a réalisé que pour 80%, si on prend les milliardaires, leur fortune n'est pas constituée de biens immobiliers, mais effectivement d'actions, d'assurance vie, de bijoux, d'œuvres d'art, et donc tout ça va rentrer désormais dans l'assiette. Donc on va rapporter un peu plus d'argent avec cette nouvelle taxe qu'avec l'ancienne version. Mais dans l'assurance vie, il y a quand même une partie, dites-moi si je me trompe, mais des obligations d'État. Des obligations, etc., qui visent justement à payer la dette. Ça, est-ce que ça ne pose pas un problème ? Écoutez... Si vous ponctionnez ça, c'est quelque chose que... Non, mais c'est vraiment une question, il n'y a aucune question piège. J'ai plein de questions de ce type. De même, d'ailleurs, pour la question des œuvres d'art. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire comment, par exemple, vous allez évaluer la valeur d'une œuvre d'art qui n'est pas encore passée par le marché. Mais écoutez, monsieur, c'était le cas de fameux impôts sur la fortune qui étaient en cours en France depuis les années 1980 jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Pardonnez-moi, ne m'en voulez pas, je suis beaucoup plus vieux que vous et je me souviens que c'est la raison, c'est beaucoup plus vieux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle François Mitterrand n'avait pas inclus justement par l'intermédiaire de Jack Lang. Alors, pas directement. Non, la personne qui a joué un rôle, c'est Jacques Ralit. Ah voilà, c'est à l'époque. C'est Jacques Ralit. Donc, par l'intermédiaire de Jacques Ralit, ça vous dit rien. Jacques Ralit, c'était un grand communiste qui était un spécialiste de Julien Gracq. Donc, simplement, François Mitterrand avait justement sorti les œuvres d'art pour cette raison. Pour garder l'art en France. Et pour garder l'art en France. Pour que les collections françaises ne soient pas achetées par des collections étrangères. Vous ne vous sentez pas vraiment mitterrandiste. Écoutez, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de sentiment d'injustice fiscale en France. C'est-à-dire que... C'est vous qui le dites, monsieur. C'est moi qui le dis, mais c'est aussi comment ça se fait que vous avez, sur cette fameuse taxe Zuckman, on l'a fait tester par un sondage très sérieux, vous avez plus de 86% des Français qui étaient favorables à cette taxe-là. C'est-à-dire qu'il y a une forme de sentiment d'injustice fiscale où les classes moyennes et populaires, et même les classes moyennes... Sentiment d'injustice fiscale, comme vous dites, sentiment d'insécurité pour dire qu'il n'y a pas d'insécurité en France. Écoutez, en tout cas, moi, les
même les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire ceux qui vont gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, ils ont l'impression que toute la solidarité nationale repose sur eux et que finalement ceux qui sont tout en haut de la pyramide payent, et ça c'est démontré, moins d'impôts en proportion que les autres. C'est pareil pour les entreprises. Les multinationales payent moins d'impôts en proportion que les PME. Nous sommes ravis c'est des choses qu'on essaie d'ajuster dans ce budget. Nous sommes ravis d'avoir entendu parler de M. Glucksmann, parce que moi j'étais un peu inquiet, ça faisait 2 jours qu'on n'en avait pas parlé. Parce que ça y est, le vote est passé, voilà. Et à la fois la taxe Glucksmann telle qu'elle était pensée par l'économiste qu'on a reçu à notre bureau national, ou alors l'amendement de repli qu'on a proposé comme un canard, quoi, à qui on a coupé la tête. Ça y est, le vote a eu lieu, on sait très bien qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, et donc je pense qu'on va pouvoir parler d'autre chose. Nous, on ne lâche pas l'affaire, entre guillemets, on pense qu'il y a des mesures de justice fiscale pour mettre un peu plus à contribution le très 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 haut du panier. Donc encore une fois, que vos auditeurs qui gagnent même plusieurs milliers d'euros par mois en salaire ne s'inquiètent pas, ce n'est pas eux qu'on vise. Quand on parle des 1800 familles qui étaient assujetties à la taxe Glucksmann, c'est celles et ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc c'est 0,01% des Français. S'il travaille directement ou indirectement pour un millionnaire ou un milliardaire, il a des raisons de s'inquiéter. Il pourrait perdre son travail. À perdre son travail. Si la personne s'en va. Je pense qu'il y a une marge de progrès. Encore une fois, depuis 2017, c'est 60 milliards par an de fiscalité en moins sur les grandes fortunes et les grandes entreprises. Et avant, la France fonctionnait bien, il y avait de la croissance, il y avait de l'emploi. En tout cas, du moment où Olivier Faure a, donné ses gages au gouvernement et que le gouvernement a fait des concessions, et aujourd'hui, c'est-à-dire cette période, est-ce que vous êtes satisfait ? Partiellement, mais je pense qu'on arrivera à un budget quand personne ne sera satisfait. C'est ça le principe d'une négociation. Je pense que si le Bloc central est ravi, c'est qu'on s'est fait marcher dessus, et je pense que si nous on est ravis, c'est que le Bloc central sera pas content. Donc je pense que quand on arrivera à un niveau où est le Bloc central et nous, parce que le RN a quitté la table des négociations, il dit je censure tout ce qui bouge jusqu'à Bardella. Donc très bien, ils sont en dehors des négos. Si on prend les deux blocs qui fonctionnent, ce qu'on appelle le Front républicain, la gauche et la droite, ou le Bloc central, ou socle commun, on l'appelle comme on veut, je pense qu'il faudra qu'on arrive à un niveau d'insatisfaction qui soit égal, et à ce moment-là, il y aura un budget pour la France. Donc c'est-à-dire que en l'état actuel des choses, si je comprends bien, personne n'est content, mais on vote quand même le budget. Nous, on considère qu'on a encore quelques petites victoires à obtenir pour pouvoir considérer qu'on peut s'abstenir. On a un groupe d'opposition, on votera jamais le budget, mais on pense qu'on peut arriver à un niveau de négociation dans un esprit de consensus. Pour doter un budget à la France, on pourrait, nous, s'abstenir. Projetons-nous un petit peu, c'est ce qu'ont fait nos camarades d'Elab, dirigés par Bernard Sananès, pour le premier tour de l'élection présidentielle en 2027. Si ce premier tour avait lieu demain, alors on a plusieurs cas de figure en fonction des représentants. Alors pour ce qui vous concerne, ça dépend si c'est Raphaël Glucksmann qui part en tête, ou si c'est François Hollande, ou si c'est Olivier Faure. Alors si c'est Olivier Faure, il est à 5,5 par rapport à un Bardella qui est à 36,5. Si c'est Glucksmann, il est à 11 par rapport à un Bardella qui est à 35. Si c'est Marine Le Pen, c'est 34, ça change pas beaucoup. Si c'est toujours Glucksmann, par rapport à un Bardella avec une autre configuration, il est à 37,5. Et puis, si vous avez François Hollande, c'est 6,5. Est-ce que la question qui revient, parce que vous êtes entre 6,5 et 11 en fonction des personnalités, est-ce que ce qu'il y avait du nouveau Front populaire pourrait ressurgir comme un seul homme ? Parce que quand je vois les scores de M. Mélenchon, par exemple, il est à 12, 12,5, 13. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des vases communicants possibles, comme on a vu par le passé ? Alors des vases communicants, il y en aura, parce que pas avec la France insoumise, c'est évident, mais c'est pourtant ma question. Mais avec les autres candidats que vous n'avez pas cités, parce qu'en Madame Tondelier, par exemple. Madame Tondelier et Monsieur Roussel, je suis absolument certain qu'il n'y aura pas 3, 4, 5 candidats de gauche. Roussel qui est à 3. Il y aura voilà. Donc si effectivement vous additionnez Glucksmann, Roussel, Tondelier, on est au deuxième tour pour l'instant. Donc absolument. Moi, je pense qu'il n'y aura pas 3, 4 candidats de gauche. Il y aura un candidat insoumis, ils l'ont déjà annoncé. Moi, je me suis engagé il y a 20 ans contre le Rassemblement national. C'est pas pour coller des affiches d'un type qui se fait plier à 60-40 par Le Pen. Donc, on a eu le nouveau Front populaire pour cette même raison, parce qu'on avait bien vu qu'ils sont se présentés à 4 candidats par circonscription. C'était 60% de l'Assemblée pour le Rassemblement national. Et je pense que sur le plan économique, social et sociétal, ce serait une catastrophe pour la nation. Là, je pense que c'est l'inverse. Je pense que si on part avec Monsieur Mélenchon, on est à peu près sûr de perdre le deuxième tour. Donc, pour les mêmes raisons, puis là, on voit bien les relations entre le PS et la France insoumise voilà. Donc, pas de comeback possible d'un NFP qui a eu lieu en 2024. Par contre, je suis absolument certain que le fameux format Bagneux ou l'alliance de Glucksmann à Ruffin, de Ruffin à Glucksmann, je pense qu'on arrivera à s'entendre et qu'il y aura une candidature de gauche non mélenchoniste à l'élection présidentielle, et je pense qu'elle peut accéder au deuxième tour, et je pense qu'elle peut gagner face au Rassemblement national. Victor Hérault. Vous dites Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est
l'assurance d'une défaite face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, parce qu'il y aurait un barrage républicain anti-Mélenchon, ou pour quelle raison? Eh bien, moi j'ai vu effectivement des sondages très sérieux qui disent qu'il y a plus que 41% des Français qui sont prêts à faire un barrage républicain contre les RN. Par contre, ils sont soit 58% des Français à vouloir faire un barrage républicain contre la France insoumise. Je pense que ce parti est victime d'une forme de cabale, mais je pense aussi qu'il se tire les balles dans le pied tous les jours. Et que, voilà, moi j'ai même intervenu quand on votait la loi contre l'antisémitisme dans l'université. Je les ai regardés, j'ai écouté, là, tous les amendements qui vous inquiétaient sont tombés, je ne comprends pas pourquoi vous la votez pas. Bah, malgré tout, ils l'ont pas voté. Donc, ils continuent quand même tous les jours à se tirer des balles dans le pied. Moi, je me suis pas engagé, je me suis pas engagé pour leur taper dessus, mais je me suis pas engagé non plus pour leur sauver la mise. Merci beaucoup Romain Eskenazi. Et on retient de cet entretien notamment que les dirigeants de Chine, vous les attendez de pied ferme à l'Assemblée nationale, et que si ça ne tenait qu'à vous, le site Chine serait fermé dès ce soir. Et comme une boutique dans laquelle on trouverait ces poupées. Merci Exactement beaucoup pareil. d'avoir été avec nous en direct.